Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Les Algériens épris de justice sociale, soucieux de leur liberté, ayant leur pays chevillé au corps, se voient à l'aube d'une nouvelle année confrontés à un pouvoir qui semble avoir perdu tout sens de la mesure, s'enfonçant jour après jour malgré l'ombilication Bonsoir, pardon pour ce petit souci technique. Comme d'habitude, le samedi, on va revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. On va revenir bien sûr sur cette rencontre d'Abdelmajid Tebboune avec les Wali et aussi qu'est-ce qui a été dit dans cette rencontre. On va revenir sur la grâce de Rachid Nekez, mais aussi le documentaire qui a été montré sur le NTV, ce documentaire qui a été fait par la DGSN. On va revenir donc sur ces trois sujets. Avec nos invités aujourd'hui, on aura professeur Nourdine Aoussat, universitaire militant politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Nourdine, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénassar, merci beaucoup pour cette invitation. Salam alaikum à toi Sénassar et aux téléspectateurs et téléspectatrices d'El Magharibiya ainsi que le staff technique. Merci Nourdine, wa alaykoum salam. On aura aussi le plaisir d'accueillir monsieur Nazim Taleb, membre du mouvement Rachid, qui est avec nous depuis Paris via Skype aussi. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Nazim. On a un petit souci, on ne vous entend pas, Nazim? On va essayer de rétablir ça. On a un petit souci de son avec Nazim Taleb. On aura aussi avec nous dans cette émission Jamel Gissoum, fondateur du Centre de recherche en sciences sociales, qui est avec nous via Skype aussi depuis Paris. Si Jamel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénassar et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je pense, Inch'Allah, qu'on a avec nous toujours Nazim. Nazim, est-ce que vous êtes avec nous?
Très bien. On va commencer cette émission avec vous, c'est Nordine. Nordine, en fait, il y a eu bien sûr cette rencontre de Abdelmajid Tebboune avec les Wali. Beaucoup de choses ont été dites, bien sûr, dans cette rencontre. On va revenir sur quelques passages. On va juste vous montrer donc cette vidéo qui, dans cette déclaration d'Abdelmajid Tebboune, qu'il annonce que 60 milliards de réserves sont actuellement donc dans les caisses algériennes. On va l'écouter, c'est Soundbite 4, si c'est possible, on va écouter Abdelmajid Tebboune par rapport donc à cette déclaration qui parle donc de 60 milliards de dollars de réserves. On écoute Abdelmajid Tebboune. اليوم احتياط الصرف نتاعنا فات 60 مليار دولار بفضل الرجال، بفضل العمل، بفضل الاستثمار، وبفضل الوعي الوطني اللي راه دروك اليوم على كل المستويات. الامور ما تتعلقش بشخص ولا شخصين، وتتعلق بكل اطارات هذه الدوله اللي قرروا باش ينقذوا الدوله هذه، والحمد لله النتيجه راها موجوده. اليوم الاحتياط اللي موجود يسمح للجزائر ولو فيه كارثه بالنسبه للتصدير تاع محروقات ولا كذا، يسمح للجزائر عندها سنتين استيراد بدون مشاكل. Donc vous avez entendu les déclarations d'Abdelmajid Tebboune dans cette rencontre avec les Wali. Nordine, il a avancé un chiffre de 60 milliards de dollars de réserves. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie algérienne? Mais est-ce que ce chiffre peut être vérifié? Quelle est votre réaction par rapport à ces déclarations, Nordine? Bon, je salue, j'espère qu'il va revenir, c'est Nazim Taleb, notre compatriote, et c'est Jamal Gissoum aussi. Donc, cette notion de réserve de change, elle n'est qu'en Algérie qu'elle a toute cette importance et qu'on lui donne toute cette considération. Une réserve de change, à ma connaissance, je suis prof et j'étais prof d'économie pendant longtemps, même du commerce international, c'est ma spécialité. Donc, on évoque le solde de la balance commerciale, on évoque le solde de la balance des paiements, l'excédent de la balance commerciale, mais le solde comment dirais-je, plutôt les réserves de change, il vient de le dire lui-même. C'est-à-dire que il rattache les réserves de change à la possibilité et à la capacité d'importer. Voilà. Si jamais il n'y a plus d'exportation d'hydrocarbures, etc., on aura l'occasion d'importer en nous couvrant nos importations avec ces réserves de change. Mais quand même, je dirais, c'est ça une économie, c'est ça une politique économique. Les réserves de change, on se vante, on s'honore d'avoir des réserves de change. Ces réserves de change-là, elles sont mobilisées pour des projets qui sont créatifs de richesse, pour investir, disons, 10 milliards de dollars, disons, de ces réserves de change, qui vont nous rapporter à l'horizon de 12 à 18 mois, qui nous rapporteront 15 milliards de dollars, voire même qui peuvent rapporter dans certains secteurs jusqu'à 20 milliards de dollars. Là, on pourra parler de réserves de change. Mais parler de réserves de change qu'on évoque à chaque fois comme étant un chiffre, c'est ce qu'on appelle le fétichisme. Le fétichisme, c'est d'accrocher ou bien de relier à un facteur un effet miraculeux, comme si c'est la réserve de change qui va créer la prospérité. Non, je regrette. Ce qui crée la prospérité, ce sont les investissements dans des secteurs créateurs de richesse. Mais Nordine, Monsieur Abdelmajid Tebboune, il a précisé au Wali que la wilaya doit crier de la richesse dans cette rencontre. Les wilayas seront classées selon leur poids économique et leur contribution au PIB. La compétition entre les wilayas est ouverte. En décembre 2023, les Algériens sauront
quels sont les wilayas les plus attractifs et qui ont su attirer les investisseurs. Messieurs et mesdames, les walis, à vos marques, partez pour une année économique qui s'annonce exceptionnelle, a déclaré Abdelmajid Tebboune Wali. Oui, donc là encore, je dirais, c'est un peu se tromper ou se moquer de la réalité. Est-ce qu'il y a une décentralisation réelle économique? Est-ce que les wilayas, les walis, ils ont une autonomie? Est-ce que les walis ou les wilayas, leurs richesses locales, elles restent localement et elles sont réinvesties localement? Non, les wilayas dépendent des budgets de l'État qui leur sont alloués par le ministère de l'Intérieur. Maintenant, si on veut à un horizon, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, créer une décentralisation par les wilayas, et c'est pas suffisant par wilaya, il faudrait par un groupe de wilayas, c'est-à-dire par région. Là, oui, on peut créer, et je dirais, créer un dynamisme économique au niveau local, plutôt au niveau régional, pour être plus précis, d'accord. Mais là, dire le wali va être un peu que le maestro de la dynamique économique dans sa wilaya, nous n'avons pas connu ça auparavant. Et je pense que pour créer ce réflexe, pour créer cela, il y a, c'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Ça relève de l'aménagement du territoire, de la valorisation des régions et surtout de la décentralisation. Très bien, reste avec nous, Nourdine Awsat. Je vais revenir à Jamal Gessoum. Jamal Gessoum, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces déclarations de M. Tebboune, qui parle bien sûr de 60 milliards de dollars de réserve, mais aussi qui ordonne les walis donc à créer de la richesse dans leur wilaya. Est-ce que c'est simplifier les choses de parler aux walis alors que l'économie c'est surtout donc la gestion nationale, c'est surtout une vision économique, c'est surtout une ouverture politique, une stabilité politique aussi. Jamal Gessoum. Alors là où je rejoins votre invité que je salue, c'est qu'effectivement un wali n'est pas vraiment là pour créer de la richesse ou en tout cas être un élément prépondérant à la valorisation d'un département, d'une wilaya sur la question économique. Là, je le rejoins. Là où je le rejoins bien moins, c'est sur la question d'abord sur les questions macroéconomiques qui n'ont pas été évoquées, mais surtout sur deux points centraux qui me semblent tout à fait importants de mettre en évidence. Il y a deux points que je voudrais mettre en évidence. Tout d'abord, l'Algérie n'a pas de dette extérieure, donc elle n'a déjà pas de pression. Ça ne suffit pas pour mettre en place une économie réelle et une valorisation sociale du peuple algérien. Ça, j'en suis d'accord. Le deuxième point, c'est que l'Algérie a une balance commerciale excédentaire. Certes, pas à la hauteur de ce que cela devrait être, mais si on compare l'Algérie à bien d'autres pays, même en Europe, je dirais que ces deux points, pas de dette extérieure, une balance commerciale excédentaire, c'est déjà pas mal. Votre invité parlait de projets créatifs de richesse, je suis d'accord avec lui. Alors, déjà, le partage de la richesse a commencé à se faire déjà au mois d'octobre, où beaucoup de gens avaient des doutes là-dessus, sur l'augmentation des salaires, de l'allocation de chômage, qui, je le rappelle, est unique en Afrique et même en Amérique du Sud. Il n'y a aucun pays d'Afrique qui a osé mettre cela en place. Et donc, il y a là, quelque part, peut-être que ce n'est pas assez, mais un partage des richesses et l'augmentation des retraites. Donc, le partage de la richesse, quel qu'en soit le montant, se fait bien au niveau de la population. Peut-être pas assez, peut-être faut-il aller plus loin, mais en tout état de cause, je dirais que le discours du président de la République à l'égard des walis était... alors il y a un point que vous n'avez pas évoqué et que moi j'ai remarqué, c'est sur la question d'arrêter d'importer des choses essentielles pour le peuple algérien et qui ne sont pas produits localement, c'est là où je ne partage pas cette notion du président de la République, mais en tout état de cause, il a su mettre en place une dynamique et
je me rappelle, lors d'un passage sur Al-Maghribiya au mois d'octobre avec notre cher ami et frère Sha'ban, où il y avait vraiment un doute sur le fait que le président de la République allait augmenter substantiellement la retraite, l'allocation de chômage et les salaires. Donc de ce point de vue, je verrai le verre à 3/4 plein et pas à moitié plein. Et voilà, il nous reste l'année 2023 pour marquer l'essai et vérifier que la politique du président de la République telle qu'il l'avait énoncée, je dirais il y a 18 mois, je ne lui donne pas 3 ans de présidence avec la crise sanitaire, je dirais c'est pas mal du tout. Très bien. Nourdine, vous avez entendu Jamel Gessoum. Est-ce que vous pensez que le fait que l'Algérie n'a pas de dette extérieure, comme dit Jamel Gessoum, il y a aussi le partage de la richesse dans la vision de Abdelmajid Tebboune. Est-ce que vous pensez que c'est ça la direction de cette nouvelle Algérie dont on nous parle, Nourdine? Déjà, j'aimerais exprimer mon désaccord avec les deux notions. Donc, on va le faire dans le calme, dans le respect, dans la sérénité, mais de façon, je dirais, ferme et directe. Et il n'y a pas de partage de richesse, Si Jamal. Il y a un partage de la rente. On parle de partage de richesse quand c'est quelque chose que nous avons créé. Pour l'instant, parce que Dieu merci, encore une fois, alhamdulillah, il y a le marché des hydrocarbures, le marché de l'énergie est encore dans son niveau haut, donc il y a des rentrées importantes d'argent et c'est pour ça ce qui était hypothétique il y a encore quelques mois, vous le disiez vous-même, devient une réalité. Mais une réalité grâce, encore une fois, à cette rente de pétrole et du gaz qui reste importante. Donc, c'est avec, je dirais, beaucoup de regrets et d'amertume que je remarquerai que nous sommes en train de partager de l'argent que nous n'avons pas gagné, mais qui nous a été donné comme ça par la vente automatique des richesses qui nous viennent de Dieu, le pétrole et le gaz, encore une fois. Ça, d'une part. Et d'autre part, quand Monsieur Gessoum dit qu'il n'y a pas de dette extérieure, encore heureux. Si avec maintenant presque un quart de siècle maintenant, depuis le début des années 90, le prix du pétrole, à un moment, il a atteint le 140 dollars le baril, que l'Algérie ne dispose pas de dette extérieure. Mais il y a une autre dette cachée, il y a la dette intérieure, il y a cette part colossale de la masse monétaire qui échappe au contrôle de l'État. Le président l'a dit dans cette rencontre. D'une part, il y a aussi la planche à billets et l'argent qui a été injecté dans l'économie et qui n'est toujours pas absorbé par l'activité économique. Donc il y a de l'argent qui a été injecté, mais c'est de l'argent qui provient de la planche à billets et qui est dans le secteur. Enfin, il n'est pas malheureusement en train de tourner dans le circuit économique, il est caché. Et ça, c'est une dette. C'est une dette parce qu'il faudra l'absorber. Donc, malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge. Pas de dette extérieure, mais il y a une dette intérieure. Très bien. Je pense qu'on a Nazim Taleb il est avec nous par téléphone, on me dit. Nazim Taleb, bonsoir. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Nazim Taleb, sur cette question économique, on va écouter Abdelmajid Tebboune, ce qu'il a déclaré bien sûr dans cette rencontre avec les Wali. Et là, il a parlé de l'Algérie. On écoute Abdelmajid Tebboune et je reviens à vous, Nazim Taleb. وانتم تعرفوا راكم تتبعوا سي بيان لي ريزو سوسيو ايترونجي وبالاخص كالكو ريزو ايترونجي ريزو سوسيو معروفين دائما يعني يتمنوا لنا الشيء اللي ما قدروش يديروه. تمنوا الدولة الجزائرية باش تنهار وما تنهارش، وكانوا يقولوا أكيد في نهاية 20 يمشوا لصندوق النقد الدولي ومن بعد أجلوها ل 21 ومن بعد أجلوها 22 وقد ما يعوقوا كدياب
قد ما الحمد لله انت عندنا دراهمنا تطلع. Nazim Taleb, quelle est votre réaction donc par rapport à ces déclarations de M. Tebboune, bien sûr, qui parle de cette des réseaux sociaux, mais aussi entre guillemets de cette main étrangère, et de la situation économique, qui dit que l'Algérie est en bonne situation, dans une bonne situation économiquement, et que alhamdoulilah, l'Algérie est debout. Bon, merci, désolé pour le problème technique, je ne sais pas si ça vient de moi ou de la régie, peu importe. Donc, je n'ai pas écouté une bonne partie de l'intervention des intervenants. Bon, il faut quand même dire, il n'y a pas mieux que d'analyser un peu le passé de l'Algérie pour en tirer les conséquences. Bon, on peut parler à tort et à travers, mais il n'en demeure pas moins que je rappelle aux téléspectateurs que l'Algérie avait atteint en 2011, la bagatelle de 200 milliards de réserves de change. Qu'est-ce qu'elle en a fait, l'Algérie? Pas grand-chose, malheureusement. On est toujours du surplace. C'est toujours un pays qui est dépendant entièrement, voire totalement des hydrocarbures et des dérivés des hydrocarbures, les engrais, les huiles, etc. Donc, il ne faut pas quand même, sortir de Saint-Cyr pour savoir que c'est toujours un schéma qui se répète. Effectivement, il dit que l'Algérie est debout, mais j'espère, en tout cas, je ne sais pas à qui il fait référence dans les réseaux sociaux, mais en tout cas, nous, comme opposition, comme un mouvement qui résiste, on ne souhaite absolument pas que l'Algérie soit à genoux. Bien au contraire, on souhaite une Algérie forte, mais forte avec des données ou avec une structure économique solide. Maintenant, M. Tebboune dit que l'Algérie est debout, mais pourquoi elle est debout? Parce que tout simplement, le pétrole et le gaz a rebondi. Sinon, elle allait partir comme est partie l'Égypte. Il ne faut pas chercher très très loin chez nos voisins. L'Égypte aujourd'hui dépend des bailleurs de fonds étrangers. Parce que déjà, ils ont une population de 100 millions, les ressources naturelles et les revenus Sénat ne peuvent pas garantir la bouffe à tout le monde. L'Algérie va suivre le même modèle avec le taux démographique qu'on a si on n'arrive pas à diversifier notre économie. Et je rappelle aux téléspectateurs que quand on dit aujourd'hui que l'Algérie est debout, non, l'Algérie est en train d'embêter les générations futures. N'oublions pas que tout ce qui est extrait du fin fond des terres fertiles et généreuses que le bon Dieu nous a données, on n'a rien fait nous, parce que c'est tout simplement quelque chose qu'on extrait du sous-sol. C'est au détriment des générations futures. Je rappelle qu'en 2011, l'Algérie, ses réserves de change étaient de 200 milliards. Vous savez, les réserves de change de la Norvège étaient de combien? Étaient de 500 milliards de dollars. Vous savez, les réserves de change de la Norvège aujourd'hui, c'est 1200 milliards de dollars. Donc, quand on compare des pays, comparons-les avec des pays qui ont avancé, qui ont su fructifier, effectivement, ce qui appartient aux générations futures. Mais dire 60, 200, 80, ça ne veut rien dire en soi. Après, on dit que le pays n'est pas endetté. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas endetté. Mais demain, rappelons-nous de la crise pétrolière des années 90. Comment l'Algérie n'était pas endettée, mais qui s'est retrouvée avec une dette énorme où le budget du service de la dette avait atteint le tiers des revenus de l'Algérie. 6 milliards de dollars à l'époque. Donc ne croyons pas que c'est des situations qui sont perpétuelles, parce qu'on est sur une ressource qui ne l'est pas. Donc, encore une fois, les fondamentaux de l'économie algérienne, on ne peut même pas parler d'économie, on parle de rente. Et on est toujours dans la rente, et ceci depuis les années 60, tout simplement. Très bien.
Restez avec nous, Nazim Taleb. On va essayer de revenir à notre deuxième sujet, qui est bien sûr la libération de Rachid Nekez, ou la grâce de Rachid Nekez pour raison humanitaire. On va revenir sur cette affaire. Avant d'entamer le sujet, on va juste regarder cette intro et on va revenir très vite à notre débat. Nourdine, je vais revenir à vous sur cette question, donc la libération de l'opposant Rachid Nekez pour des raisons humanitaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, Rachid Nekez a indiqué aussi qu'il souhaitait désormais se consacrer exclusivement à sa famille, mais aussi à quitter la politique. Quelle lecture peut-on faire de cette grâce, Nourdine Awsat? Donc il y a beaucoup de points à soulever, il y a beaucoup de points à marquer du doigt. La première, bien entendu, on ne peut que s'en réjouir, être content, remercier Allah pour lui, pour Rachid Nekez, pour lui personnellement, pour sa famille et pour tous ses proches. Donc c'est une bonne chose, il pourra ainsi se consacrer à sa santé et se consacrer à sa famille dont il est privé injustement, dont il a été privé injustement. Ça c'est le premier point, donc alhamdulillah pour cette libération. Sinon, qu'est-ce que cela signifie? Donc Abdelmajid Tebboune gracie une personne qui le mérite, et les autres qui sont dans le même cas que lui, c'est-à-dire qui souffrent de maladies chroniques depuis des années et qui ont besoin parce qu'ils ne sont pas populaires, parce qu'ils n'ont pas de relais sur le terrain, parce qu'ils sont comme cela, c'est pas normal. Donc, je dirais, cette grâce-là, elle a quelque chose, je dirais, d'injuste du point de vue juridique, du point de vue du droit. Normalement, le président, d'autant plus qu'il l'avait promis. Il avait promis dans son fameux Moussalaha al-Wataniya ou le Mshaml, etc., de gracier un certain nombre de prisonniers, et on attend toujours que cela se réalise. Ça, c'est le deuxième point. Donc, l'aspect, le côté injuste de cette grâce du point de vue, surtout, qui n'est pas de la politique respectable et de la séparation, j'allais dire séparation du pouvoir, quoique le président il a aussi ses prérogatives de gracier qui veut considéré comme le premier magistrat. Mais il y a aussi un troisième point. Est-ce que pour pouvoir, c'est le cas de Rachid Nekez, de pouvoir bénéficier d'une grâce, de promettre, de s'engager à se retirer totalement de la politique. Je pense de la politique, et c'est malheureux. C'est malheureux. Aujourd'hui... Est-ce que vous pensez, Nourdine, que c'est un cadeau, entre guillemets, empoisonné? Oui, un cadeau empoisonné, en l'occurrence, dans le cas en espèces, on peut pas parler de cadeau empoisonné parce que le pauvre Rachid Nekez, il est bien empêtré dans le poison de ces maladies qu'il a attrapées ces dernières années, qui sont des maladies graves et qui nécessitent des soins très importants. Donc pas pour lui, c'est pas pour lui un cadeau empoisonné, mais d'une manière générale, si ça doit
faire école et faire des émules, ce serait dommage. Oui, tout à fait. C'est une initiative, c'est un précédent qui risque d'avoir des résultats et des conséquences fâcheuses pour la classe politique et pour l'exercice de la politique d'une manière générale. Très bien. Jamal Ghessoum, qu'est-ce que vous en pensez de cette libération de Rachid Nekaz, l'homme politique qui est emprisonné pour 5 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, comme disent certains observateurs qui parlent donc de cette bonne intention, entre guillemets, de M. Tebboune et cette main tendue? Jamal Ghessoum. Alors, tout d'abord, moi, je me réjouis comme pas possible de la libération de Rachid Nekaz. J'ai d'ailleurs profité d'un de mes passages sur Al-Maghribiya il y a, je pense, une semaine, 10 jours. C'était avec Chaban, pour faire un appel direct au président de la République à gracier Rachid Nekaz. Et comme je l'ai indiqué, deux points essentiels. Tout d'abord, Rachid Nekaz, que je connais depuis des années, est une personne saine qui n'a jamais eu la volonté de nuire à l'Algérie, et surtout du côté humain, compte tenu de sa maladie et de son désir de s'occuper de sa santé et de sa famille. Je disais clairement au président de la République, je crois qu'il y a à peu près 6-7 jours, et c'était en direct, que j'espère que le président de la République va entendre mon appel, parce que je disais que les premières paroles du Coran qui sont Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahma, je disais au président de la République, si vous n'êtes pas aujourd'hui en capacité d'accorder cette clémence, que ferez-vous le jour du jugement dernier lorsque vous la demanderez? Je souhaiterais juste revenir... Mais cette Rahma, Jamal Ghessoum, cette Rahma, excusez-moi, je vous ai interrompu. Jamal Ghessoum, cette Rahma aussi, on était témoins, ou les Algériens étaient témoins de plusieurs cas, donc dont Hakim Dabazi qui est mort en prison, Rabbi Rahmou, alors qu'il devait être pris en charge donc par les médecins. Il y avait aussi des cas de personnes qui étaient donc détenues, qui étaient emprisonnées, qui avaient des raisons peut-être humanitaires, sanitaires, mais ils n'ont pas été pris en charge, ils n'ont pas été graciés. Est-ce que vous pensez que le fait donc d'abandonner la politique a permis à cette grâce d'y être? Alors moi, ce que je dirais, parce que je ne connais pas tous les cas, vous savez, s'il y avait 10 cas comme Rachid Nekaz, je demanderais officiellement au président de la République de appliquer Ar-Rahma, qui est, je crois, la seule chose qui nous restera le jour du jugement dernier. Alors, évidemment, s'il y a des cas autres que Rachid Nekaz qui nécessitent d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue médical, une grâce, j'appelle tout autant le président de la République à mettre en œuvre cette prérogative présidentielle, et qui ne fera que remonter, en tout cas mon estime par rapport à lui, en tout cas mon estime remontée par rapport à Rachid Nekaz. J'y tenais particulièrement parce que je le connais. Les autres situations qui sont similaires d'un point de vue médical doivent absolument être traitées de la même manière que Rachid Nekaz, sauf peut-être les cas les plus graves. Je ne connais pas. Vous savez, je n'invente pas de situation. Je voudrais revenir à ce qu'a dit Sinordine lorsqu'il a... alors je ne sais pas si c'était voulu. Il a superposé la grâce au fait que Rachid Nekaz allait abandonner la vie politique. Sinordine, vous allez vite en besogne, vous ne lisez pas dans la mare de café. Je ne pense pas, à titre personnel, que le président de la République aurait conditionné d'une manière ou d'une autre cette grâce à l'abandon de la vie politique. En tout cas, ce que je peux dire de Rachid Nekaz, pour le connaître depuis des années, c'est que c'est un patriote, c'est un vrai Algérien qui, alors, il a pu avoir des... parce qu'il est né en France comme moi, donc il ne connaît pas forcément la politique algérienne comme moi je le connais. Il a pu avoir à un moment donné des excès, mais en tout cas, la bonne foi de Rachid Nekaz, ajouté à son état de santé, je n'aurais jamais compris que le président de la République ne gracie pas Rachid Nekaz pour cela. Je souhaite ajouter une chose, parce que Rachid Nekaz demande à ce que son passeport soit refait pour qu'il aille aux États-Unis rejoindre sa famille. Là aussi,
2 fois avec le Maghrébia. J'appelle le président de la République à tout faire pour qu'il puisse partir rejoindre sa famille. Très bien. Et une deuxième rahma. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette grâce? Est-ce que vous pensez aussi que c'est un message pour les autres? Si vous voulez abandonner donc la politique, vous serez gracié aussi vous-même, mais aussi gracié des poursuites entre guillemets de la justice. Quelle est votre lecture par rapport à cette grâce, Nazim Taleb? Bon, premièrement, il faut quand même qu'il y ait un camouflet déjà pour le régime qui disait qu'il n'avait pas de prisonniers politiques. Il suffit que finalement Rachid Mekaz, que je salue le combat, même si je ne suis pas tout le temps d'accord avec ses positions, qui disent qu'il allait ne plus faire de politique pour qu'il soit entre guillemets gracié. Moi, je ne parle pas sincèrement sous un régime militaire comme l'est aujourd'hui le régime algérien, et Tebboune n'en est qu'une marionnette, on va dire. Tebboune, moi, je ne parlerai même pas de prisonniers, moi je parlerai d'otages. C'est des otages qui se sont retrouvés en prison tout simplement parce qu'ils ont exprimé une opinion. Et donc, quand on dit j'appelle Tebboune à gracier, ça nous fait de belles jambes. Tebboune n'est qu'un président qui a été illégitime. Les chiffres eux-mêmes, c'est leurs chiffres à eux, la participation lors des élections, on sait très bien par qui il a été nommé, Gaïd Salah à l'époque. Donc Tebboune ne peut que faire ce qu'on lui demande de faire. Effectivement, le message, je crois dans le cas de Rachid Mekaz, c'est pour ceux qui sont en prison, les otages, comme je les ai appelés, c'est de dire, voilà, ne vous mêlez plus de politique et ne vous inquiétez pas, on va vous faire sortir de prison. Et c'est, à mon avis, c'est ça le message principal, parce que je ne crois absolument pas que c'est pour des raisons de santé, parce qu'il faudra quand même souligner que depuis les années 90, il y a des dizaines de personnes, voire des centaines, qui sont morts dans les prisons. Alors peut-être que Somme ne les a pas cités parce que peut-être qu'il s'est des barbus, peut-être que je ne sais pas, il fait du 2 poids 2 mesures, mais il sait très bien, M. Ghassoum, qui fait de la politique depuis des années, qu'il y a des gens de l'ancien fils ou de l'actuel fils, parce que bon, en tout cas le fils tel qu'il est maintenant aujourd'hui dirigé par Ali Belhaj, et même ceux qui n'étaient pas fils d'ailleurs, il n'y a pas que les gens du fils qui ont été jetés en prison, jetés dans les camps de concentration et qui sont restés en prison jusqu'à leur mort. Ils sont morts en prison, alors qu'ils savaient très bien qu'ils avaient un cancer, ceux qui étaient dans des situations de santé extrêmement dramatiques. Donc Rachid Mekaz n'est pas le seul, je dirais. Tant mieux pour lui qu'il ait pu sortir, mais c'est pas le premier. Il y a des dizaines, encore une fois, voire des centaines qui sont morts dans les prisons algériennes parce qu'ils faisaient de la politique. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette... Très bien, Nazim Taleb. On va revenir à notre troisième sujet. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais bien sûr sur ce documentaire qui a été montré à l'ENTV, qui a été fait par la DGSN. Entre guillemets, donc la DGSN a levé le voile dans la deuxième partie du documentaire diffusé mardi soir par la télévision algérienne. Et bien sûr, entre guillemets, et là il nous parle bien sûr ce documentaire d'Algérie Park, mais de quelques services de sécurité spécialisés dévoilant le chantage pratiqué par les membres de ce réseau qui a infiltré certaines grandes entreprises économiques et collaboré avec des hommes d'affaires actuellement en prison. Donc on nous dit dans ce documentaire. Senourdine, qu'est-ce que vous en pensez de ces pratiques? Surtout, on dit que normalement, s'il y a des responsables, on les présente à la justice, on
s'expose pas devant les télévisions de cette façon. Ces pratiques ont été bien sûr dénoncées par les avocats, mais aussi par les personnes eux-mêmes qui étaient sujets. Qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques, Sinourdi? Écoutez, l'Algérie, depuis le début des années 90, depuis le début des années 90, je dis bien début des années 90, c'est-à-dire ça fait déjà presque maintenant 35 ans. Ils n'ont jamais réussi à rapatrier par le biais d'Interpol un seul je dirais, de ceux qui ont été condamnés. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que leurs dossiers juridiques sont vides de tout ce qui relève du droit. À part Rafiq Abdelmoumen, qui a été rapatrié et encore on connaît pas les dessous du dossier. Montrez-moi un seul de ceux qui ont volé, qui ont fait des ravages économiques, qui ont été rattrapés. Donc exposer ces journalistes-là, je viens de voir l'image de Aboud Hicham, de Abdou Sammar, etc. Ça, ce sont des pratiques d'un autre âge. Un État qui se dit démocratique, un État qui se dit qu'il veut consacrer la démocratie et la séparation des pouvoirs. Il y a une justice et c'est cette justice-là qui fait son travail, qui instruit les dossiers, et quand le dossier aura avancé, en gardant le secret d'instruction, on donne les informations qui gardent le secret d'instruction. Là, on expose les gens comme s'ils ont été déjà condamnés, et c'est lamentable. Tout simplement, c'est comme cela. Un État totalitaire agit de cette manière-là. Il est en même temps juge, il est procureur, il est policier, il est tout à la fois. Et il est journaliste, propagandiste, et aussi opposant à ceux qu'il monte en épingle. Je vois aussi le visage de Monsieur Tahkout. Monsieur Tahkout, il ne parle que de lui sans jamais le nommer. Abdelmajid Tebboune, quand il parle de voitures par centaines, de voitures de luxe par centaines, tout le monde sait qu'il s'agit de Tahkout. Quand il parle de 20 milliards, soi-disant, moi je crois pas du tout à ce chiffre de dollars d'argent récupéré, il fait allusion à Tahkout. Quand il parle de 500 000 milliards de dinars, comme lors de sa dernière rencontre, il parle toujours de Tahkout. Mais dans quel pays nous vivons? Il y a une justice, cet homme est passé en justice, il a encore des dossiers qui doivent passer en justice, soit qu'il laisse que ça vienne de la bouche du président, du chef de l'État. Je trouve tout cela lamentable et tout cela regrettable. Très bien. On va entendre M. Tebboune, bien sûr, qui parlait de Bouak el-Kharj. On l'écoute ce qu'il a déclaré dans cette rencontre avec les journalistes. تعبر على روحها ماناش من التعبير المتحضر عارض داك شغلك ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج من اعماق اعتقاداتك مرحبا قول باش تكون بوق تاع ما وراء البحر راك غلط ما نجحوش هما ما ينجحوش الابواق تاعهم. Donc ça, c'était les déclarations de M. Tebboune, mais aussi sur le journaliste Ihsan Qali qui a été maintenu en détention malgré l'absence de ses avocats. Jamal Gsoum, est-ce que vraiment on est en train de dévier entre guillemets de cette nouvelle Algérie dont a parlé Monsieur Tebboune? Quand on voit ces pratiques, vous avez entendu Sinourdi, ça nous fait rappeler aussi de ces pratiques des années 90.
je dirais la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Le frère Nordine évoque deux sujets sur trois. Il oublie le troisième, je vais le mettre en perspective. Il évoque des pratiques médiatiques et judiciaires des autorités algériennes qui seraient déplacées, faisant un rappel dans les années 90, parle de pratiques des hommes d'affaires, mais dans le sujet que vous avez abordé, chers amis, il y avait la troisième partie, vous l'avez oublié. Et donc, vous allez me dire, sinon je le sais par avance, qu'il n'est pas là pour se défendre. Mais quand on parle d'un sujet, il faut l'aborder entièrement. Des pratiques de chantage contre des hommes d'affaires algériens, des voyages en jet privé de M. Abdou Sammar. Et là, c'est condamnable ou c'est pas condamnable, parce que si vous n'en parlez pas, il faut être complet dans ce que vous dites. Et qui, en finalité, prenez l'argent du peuple, mais par contre, une mémoire sélective partielle et partielle. Vous évoquez... Mais Jamal Ghessoum, vous êtes bien sûr responsable de ce que vous êtes en train de dire. Il y a une justice, Jamal Ghessoum. On n'expose pas les gens de cette façon. Mais il faut tout aborder dans ces cas-là. Il y a probablement, je l'ai dit avec le frère Sha'ban Qassi, on en a parlé très rapidement il y a une dizaine de jours, sur la manière de mettre en évidence des affaires, que ce soit dans le secret de l'instruction, ou même de les montrer floutées ou pas, etc. Ce ne sont pas, de mon point de vue, des pratiques que moi je valide. La justice, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des médias. Pour tout cela, je partagerai éventuellement l'ensemble des propos que vous pourriez tenir avec cela. Simplement, là où je ne partage pas, c'est, je dis et je le répète, cette mémoire sélective partielle et partielle qui fait qu'on va aborder cette problématique d'un côté comme si le premier concerné dans cette affaire était blanc comme neige. Et ça, d'un point de vue éthique et intellectuel, je ne peux pas l'entendre. Donc, quand vous avez une personne qui faisait chanter des hommes d'affaires, qui prenait des millions d'euros, qui voyageait en jet privé avec l'argent du peuple algérien, ça, vous en faites fi. Donc, il faut aborder les deux sujets. Les pratiques médiatiques et judiciaires des autorités algériennes ne sont pas certes les meilleures. Je pense que pour faire partie de la justice, vous savez que j'ai travaillé en prison plus de 20 années, donc j'ai une certaine expérience, la justice doit se faire dans un précaré qui sied à une judiciarisation intellectuellement acceptable et qui amène à la manifestation de la vérité. Sur ce point de vue, je suis d'accord, mais quand vous stoppez net et vous ne parlez pas du dernier versant comme si c'était... C'est une victime. Dire de ne pas parler, d'abord Abdou Sammar, il n'est pas là pour vous répondre, Jamal Ghessoum. Mais permettez-moi, je vais juste donner la parole, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, à Nazim Taleb. Nazim Taleb, sur cette affaire, vous avez entendu Nordine Awsat, mais aussi Jamal Ghessoum. Votre réaction, Nazim? Non, mais je crois qu'on est en train de parler de sujets qui ne nous concernent pas et qu'on ne maîtrise pas, et on n'est pas compétent pour le faire. Monsieur parle de « je ne peux pas laisser dire parce qu'il aurait touché des millions ou il aurait parlé, etc. » Premièrement, ça c'est des accusations. Il n'y a pas un tribunal qui a jugé l'affaire. On ne sait pas est-ce qu'il a effectivement reçu, est-ce qu'il ne l'a pas reçu. Je ne suis pas en train de le défendre. Hein. Mais tout simplement, on est en train de prendre ce qu'il y a dans les réseaux sociaux et on en parle à la télé comme si c'était un fait établi et monsieur est accusé. C'est pas comme ça qu'un état de droit marche. Si un état de droit marche, on ne va pas parler à la télévision, on ne fait pas des reportages à l'emporte-pièce comme on en a fait avant. Au contraire, il faudra aller vers une justice. Mais quelle justice? Il faut déjà parler d'une justice qui est complètement indépendante. Or, en Algérie, vous avez vu tout à l'heure, comme Rachid Mekez, il n'y a pas une justice indépendante puisque le président peut décrocher, il peut dire « Ah, lui c'est gracié, lui n'est pas gracié, etc. » C'est une justice aux ordres, c'est une justice de téléphone. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, on ne pourra jamais le savoir dans un État, comme je dirais, dirigé par des militaires comme on l'est aujourd'hui. Et je crois que Tebboune, il résume très bien la situation. Qu'est-ce qu'il a dit dans son interview? S'il y a des gens qui sont al-qana'a, c'est-à-dire qu'ils y croient, etc. Donc c'est lui qui décide quel journaliste ou quel opposant doit parler. C'est-à-dire que si lui considère qu'il y a la qana'a, c'est bon, il fait partie de nos listes des journalistes préférés. Par contre, s'il ne parle pas en qana'a, encore une fois, c'est lui qui détermine qu'est-ce qui est qana'a ou pas qana'a, crédible ou pas crédible, ah là,
ça sera à boire, ce sera des gens qui sont financés par des pays étrangers, qui imaginent Paris, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est des gens qui n'aiment pas que ce soit Tebboune ou l'establishment en Algérie. Ils n'aiment pas les voix dissonantes, ils n'aiment pas, encore une fois, que le journaliste ait touché de l'argent ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est la substance de l'information. Est-ce que effectivement c'est documenté? Est-ce qu'effectivement il y a une corruption en Algérie? C'est ça qu'il faudra faire des investigations dessus. C'est pas aller dire non, le journaliste il est corrompu ou pas. Ça c'est une autre paire de manches. Mais au moins, s'il y a un journaliste qui apporte une information dans une administration, à quelques échelons que c'est, il faudra faire des investigations. Sauf que l'Algérie ne fait pas ce genre d'investigation. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement, sauf bien sûr pour ne pas généraliser, c'est des corrompus. Rappelez-nous, Ouihia, ce qu'il disait lors de au tribunal, il disait allez voir Wizarat Saken, ce qui s'est passé. Et effectivement, on oublie que Tebboune est fonctionnaire depuis 68. Il était à la tête de plusieurs ministères, dont le ministère qui a pratiquement consommé un argent fou, qui est l'habitat. Et aujourd'hui, son fils, Hadith Wala Haraj, qu'est-ce que vous voulez que lui aille faire une lutte contre la corruption, encore moins ramener l'argent de l'étranger. Merci. Encore une fois, c'est... Merci Nazim Taleb. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. Monsieur Nourdine Awsat, universitaire, militant politique, qui était avec nous depuis Paris, mais aussi Jamal Gassoum, fondateur du Centre de recherche en sciences sociales. Il était avec nous depuis Paris, et Nazim Taleb, membre du mouvement Arachet. Merci à vous, chers téléspectateurs.